J'étais avec Innovia Capital, je suis directeur des investissements pour le Québec et un entrepreneur, je me suis donné le titre entrepreneur en résidence parce que de fond, je suis un entrepreneur. Puis j'ai eu l'opportunité de travailler avec un fonds avec beaucoup plus d'argent, puis investir avec de l'argent puis du know-how pour aider les entrepreneurs. Fait que je trouvais ça très intéressant comme cheminement de voir l'autre bord de la clôture de comment un VC fonctionne. J'ai fait des levées de fonds, j'ai levé 15 millions une fois, 5 millions une autre fois, puis un seed aussi. Puis j'ai aussi bâti une compagnie jusqu'à 150 millions de revenus récurrents sans financement. Fait que j'ai vu un peu toutes les histoires, puis j'en ai aussi qui ont complètement floppé. Bien ça, j'en parlerai pas. Puis Innovia Capital, c'est un fonds de 120 millions à Montréal, un fonds nord-américain, pas juste ici. On investit dans du early stage. On n'est pas typiquement un seed investor, mais on investit un peu plus tard, une fois qu'on peut voir que notre argent va servir à comme mettre du fuel on the fire pour accélérer la croissance. Et j'ai rien vraiment de préparé. Un petit peu, je vais partager un peu avec vous comment que le processus fonctionne avec un VC, puis c'est quoi qu'on recherche un peu pour vous éclaircir là-dessus. Et c'est pas facile d'aller chercher de l'argent. Les investisseurs, quand ils investissent, surtout Innovia, on regarde qu'on va investir pour le long terme avec l'entrepreneur. Fait que quand on investit, même si c'est pour un 250 000 pour seed, pour commencer, on ne la regarde pas comme ça. On évalue le dossier comme s'il avait besoin de 5 millions parce que la réalité, c'est qu'il va avoir besoin de l'argent de croissance. Fait que le critère d'évaluation est pas mal pareil, peu importe. Puis la première chose qu'on va regarder, avant de dire le critère de sélection, je vais peut-être parler un peu du processus. T'sais, on rencontre l'entrepreneur, des fois ça prend plusieurs fois. Une fois qu'on dit, écoute, on aime qu'est-ce qu'on voit, on s'engage. Puis quand on s'engage, parce qu'on va mettre beaucoup plus de temps en due diligence, on va passer du temps, on va aller dans leur bureau, on va passer une journée là, on va passer une autre demi-journée, une autre journée, on va les appeler, on va poser bien des questions, puis on va essayer de comprendre le business aussi bien que vous le comprenez. Parce que après ça, quand on le présente à notre comité d'investissement qui est nos associés dans le fond, puis nos associés dans le fond, ils n'ont pas juste de l'argent des autres, ils ont leur argent dans le fond. Puis ils ont leur temps, puis eux, ils vont perdre de l'argent si on perd de l'argent. Fait qu'il faut les convaincre. Puis eux, ils challenge, puis ils ont énormément d'expérience, puis ils font leur recherche avant la présentation, puis ils challenge moi, comme quelqu'un qui présente le dossier. Fait que si je le connais pas bien, je vais passer au bal. Fait qu'on a besoin d'être très, très, très préparé. Une fois qu'on soit engagé, une fois qu'on on passe notre temps, on dit, écoute, on comprend bien l'opportunité, on l'aime, on veut investir, on veut que cette compagnie-là se fasse financer par Innovia. On va préparer disons un two-pager, 3 pages, puis on va le présenter à l'équipe en dedans d'Innovia. Fait qu'on on a un team de 5 associés. Puis on va le partager, puis là, ils vont le challenger, souvent par courriel, puis des questions. Ouais, mais ça, mais as-tu vu ce compétiteur-là? Bon. Fait que là, on va se faire challenger. Puis après ça, une fois il dit, écoute, nous autres, ça vaut notre temps d'écouter cet entrepreneur-là pitcher. On va l'emmener dans notre team meeting avec tous les associés autour de la table. Puis ils vont pitcher, ils vont l'écouter, ils vont poser quelques questions. Puis après ça, s'ils disent, regarde, moi, je pense que tu as raison, c'est une belle opportunité. À ce moment-là, on va préparer le term sheet. Puis, s'il manque des investisseurs, puis on est le lead, fait que celui-là qui se met le pied d'avant, puis dit, regarde, moi, je pense qu'elle vaut X, cette compagnie-là. Moi, je pense que je veux investir dedans. On va peut-être aller chercher d'autres investisseurs, des investisseurs stratégiques avec qui on a fonctionné, qui comprennent votre space, puis qui peuvent amener de la valeur ajoutée. Fait que là, on va, une fois que le term sheet soit fait, puis on a les investisseurs ensemble, des fois, c'est moins important quand c'est un levée de fonds d'un 500 000 ou quelque chose comme ça, mais quand ça devient 3, 4, 5, 6, 10 millions, on va peut-être mettre 2, 3 joueurs ensemble, que ce soit les joueurs d'ici comme Rowe, comme la BDC ou d'autres aux États-Unis, du Silicon Valley ou des anges qu'on connaît qui comprennent beaucoup le space. On va mettre ça ensemble, on va dire, OK, on a tout le round de financement, on sait c'est qui les joueurs, on a le term sheet.
On a écrit à peu près 8 pages qu'on présente à un comité d'investissement de l'extérieur. Fait qu'en théorie, on est tous prêts à investir, mais on a juste besoin de l'OK, puis les investisseurs dans notre fonds, qui ont mis une partie de 120 millions, demandent qu'on valide l'extérieur. Fait que c'est pas juste nous autres qui décident, écoute, on veut investir là-dedans. Il y a 5-6 personnes de l'extérieur qui embarquent sur un appel de conférence, on leur présente le dossier, puis eux autres, ils reviennent, ils disent « Ouais, c'est intéressant ». Des fois, ils challengent avec des questions, mais en général, ils sont pas là pour bloquer l'investissement, ils vont juste challenger, puis ils vont valider de l'extérieur que oui, c'est une bonne opportunité. Fait que je sais que ça ressemble à beaucoup de steps. Ça peut se passer vite, mais ça peut prendre du temps aussi, parce que des fois, on découvre des choses, des fois aussi, on priorise d'autres dossiers sur d'autres, parce que au bout de ligne, on peut juste faire X nombre d'investissements. C'est un fonds de 120 millions, puis tu vas mettre une moyenne de 2 millions dans les entreprises. Une fois que tu sois rendu à 30 millions, ton fonds de 120 millions, 30-40 millions, ton fonds de 120 millions, il est quasiment tout pris. Parce qu'il faut que tu gardes de l'argent pour réinvestir dans ces dossiers-là. Fait que c'est pas parce qu'on a 120 millions qu'on peut investir 120 millions dans plein de différentes compagnies. On se limite les nombres de compagnies, puis on continue à réinvestir par après. Puis après ça, on lève un autre fonds, puis on continue à investir aussi. Fait que ça, c'est un peu le processus. Puis, tu sais, si on est très, très motivé, puis si les choses vont bien, ça, ce processus-là peut prendre 1 mois, comme ça peut prendre 3 mois. Ou même plus, tout dépendant des obstacles. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est le team. Tout de suite, quand on rencontre, si on aime... S'il y a de quoi qui bug avec l'entrepreneur, on se dit qu'il n'y a pas assez d'expérience. On connaît son historique, puis il n'est pas bien aimé, ou il y a de quoi, on lui donne du feedback, puis on voit que ça serait difficile de travailler avec. C'est sûr qu'on va prendre du recul. Puis des fois, on regarde ça. Moi, j'aime pas vraiment la pêche, là. Mais on a une petite affaire qu'on se dit entre les associés, dans le fond, c'est est-ce que j'irais à la pêche avec ce gars-là, puis est-ce que je m'amuserais, ou cette fille-là, malgré le fait que j'aime pas bien la pêche, t'sais. C'est ça, t'es tout seul dans la chaloupe, exactement. Puis il va-tu en vélo avec moi, il va me regarder, t'sais. Fait que c'est ça. Et fait que le team est bien important. L'autre chose qu'on regarde, c'est est-ce que le marché est assez gros? Puis, c'est correct, il y a des business qu'on voit, j'en vois à chaque jour, là. Puis mon chapeau d'entrepreneur, je dis, tabarnouche, il va faire de l'argent, ce gars-là. Il va faire de l'argent, puis le VC va faire de l'argent, c'est une autre chose. OK? Fait que il y a des business que je vois écoute, ils font de l'argent. Là. La personne se met à 500 000 $ par année dans les poches. Puis, je suis super. Mais chaque investissement qu'on fait, il faut qu'on soit capable de démontrer qu'il va ramener à peu près 10 % la valeur de notre fonds. Fait que sur un fonds de 120 millions, on veut des fund makers qu'on va dire, bien, on est capable de faire au moins 12 millions là-dessus. Fait que 12 millions, après dilution, si on a 10 % de la compagnie, il faut que ça soit vendu pour 100 millions. S'il faut qu'elle soit vendue pour 100 millions, combien de revenus qu'il faut qu'elle ait? C'est qui le team? Qu'est-ce qu'elle a de l'air, cette compagnie-là, plus tard? Fait que, tu sais, on ne regarde pas nécessairement des Facebook. Des Facebook, c'est un billet de loterie, mais comment que ça va devenir le standard? Comment ils vont devenir numéro 1? Comment ils vont être assez gros que ça vaut la peine? Puis comment ils vont se rendre là? Puis ils ont-tu l'équipe pour le faire? Parce que nous, notre théorie, c'est qu'on ne veut pas remplacer le président. On ne veut pas remplacer l'équipe. On veut travailler avec des équipes qui peuvent devenir comme ça. C'est sûr, peut-être qu'il manque un VP vente, il manque un VP marketing, il manque peut-être... Mais est-ce que l'équipe de core et le bon monde pour amener ça plus loin? Fait que, ça, on regarde ça. Le marché est assez gros. Toi, est-ce que c'est un space qu'on connaît? Dans les années 90, il y a eu plein de fonds de VC qui ont floppé. Ça a floppé parce qu'ils investissaient dans des choses, tu t'en souviens, ils ont investi dans des choses qui n'avaient pas encore... Puis il n'y avait pas énormément d'expertise. Puis on a vu que l'historique des fonds qui réussissent, c'est ceux-là qui connaissent le mieux le space. Fait qu'exemple, le e-commerce. Comment bien qu'on connaît ça? Le fibre optique, on ne connaît pas ça. On n'investira pas là-dedans. Le e-commerce, on aime beaucoup ça. Puis tu regardes, dans votre recherche, quand vous approchez les investisseurs, regardez sur leur site web. Regardez 2 choses. Les compagnies qui ont investi dedans, puis le background des partners. Puis si vous ne regardez pas ça du début à la fin, là, puis lisez chaque ligne, là, vous faites une grosse erreur. Parce que quand vous arrivez, puis tu rencontres Mike, puis tu dis à Mike, écoute, John, tu penses-tu qu'il va venir au meeting? Parce que John, il a beaucoup d'expérience avec Airbnb, puis nous autres, on est une solution qui est complémentaire à Airbnb. Écoute, l'entrepreneur, l'investisseur comprend que
voit que vous connaissez la game. Parce que, dans le fond, il va avoir besoin de cet associé-là pour aider parce qu'il a l'expérience. Tu es complémentaire à un autre investissement, puis tu es dans le créneau dans laquelle il investit. Fait que, c'est toujours impressionnant quand l'entrepreneur y arrive, puis il sait tout ton background, il sait les compagnies dans lesquelles il investit, puis il a fait sa recherche aussi gros que toi, tu as fait ta recherche dans la compagnie. Fait que, est-ce que c'est complémentaire avec le grosseur du marché, le team, est-ce que c'est complémentaire, est-ce que ça fit avec dans quoi que nous, on investit? Puis 3, puis 4, un autre, le plus important, what's the traction? Puis on entend ça, là. Tu sais, il y a des business qu'on n'est pas capable nécessairement d'évaluer la réaction du marché quand c'est très early. Quand c'est pre-product, quand c'est pre-customer, écoute, les clients vont-ils payer pour? Je ne sais pas. Peut-être avec mon background, j'ai assez d'informations que je suis capable de faire une coupe d'appel, j'ai un bon feeling, j'ai un gut, je dis, écoute, le marché a besoin de ça pour telle et telle raison. Puis des fois, je le sais ou on le sait d'avance, mais en général, tu sais, on regarde qu'il y a eu une validation. OK? Fait que, on n'est pas... Oui, vas-y. Côté validation, est-ce que vous faites un due diligence avec les gens qui ont signé des MOU, des lettres absolument d'entente, d'intérêt ou Absolument. d'intention? Absolument. Il y a une compagnie ici, on leur a demandé, on a dit, écoute, on aimerait ça voir le sondage que tu as fait au niveau de tes acheteurs. Parce que on veut voir la réaction. Puis on appelle toujours des références sur l'entrepreneur, on appelle toujours des clients, on appelle des partners, puis on sait comment y approcher, puis l'entrepreneur le présente. Puis on fait du due diligence que l'entrepreneur ne sait pas non plus. Mais oui, on veut valider cette information-là. C'est pas parce qu'on pense qu'ils vont nous donner de l'information, la fausse information, mais c'est parce qu'on veut comprendre, on veut le savoir, on veut valider les choses. Fait que c'est quoi les traction pour nous autres? Traction, c'est pas un point sur le graphe. C'est 2 ou 3 points qui disent que, écoute, ça s'en va dans la bonne direction, c'est intéressant. Mais des fois aussi, du traction, ils ont 250 000 ou ils ont 500 000 piastres de vente. Puis des fois, pour nous autres, c'est pas du traction parce qu'on se dit, écoute, c'est limité. Peut-être que pour une raison ou l'autre, on se dit, écoute, c'est limité. Puis là, on commence à poser des questions comme, oui, OK, bon, bien, tu as 500 000 piastres de vente, tu as 5 millions de ventes. C'est quoi ton cost of acquisition d'un customer? Ça m'impressionne toujours quand il y a un entrepreneur qui retourne et dit, cost of acquisition of a customer, $750. Lifetime value of a customer, $25.45. See? Average churn, 17.5%. Average bounce rate, puis il connaît toutes les stats. Ça, là, c'est les métriques de ta business sont super importantes. Des fois, ça ne s'applique pas à tout le monde. Tu sais, quelqu'un qui fabrique des freins pour des camions, ça ne s'applique pas nécessairement les métriques comme on voit dans le web, right? Mais il y a d'autres métriques aussi. Il faut regarder des milestones que les compagnies ils vont avoir. Mais le traction est important. Puis des fois, le traction, c'est qu'il a validé avec des clients, il a parlé avec des clients, il y a des potentiels, il y a des MOU, il y a des channels de signer. Puis, il faut comprendre ça, ça l'aide énormément. C'est jamais trop de bonheur à parler à un investisseur. J'en ai juste pour un autre quelques minutes, c'est tout. C'est jamais trop de bonheur pour parler à un investisseur. Développer la relation avec. Nous, il y a des entrepreneurs qu'on a vus il y a plusieurs mois, puis, tu sais, on continue à leur parler. Puis, parce qu'ils sont pas prêts ou nous, on n'est pas prêts, mais la relation est importante. On les voit qui continuent, on les voit, ils avancent, ils règlent des problèmes, ils écoutent le feedback, ils continuent. Des fois, on les connecte avec du monde. Puis, tu sais, ça continue, puis c'est très important pour nous autres, parce que quand on s'embarque, c'est parce qu'il y a une grosse relation qui va se former. Puis, il y a des entrepreneurs qu'on connaît qui reviennent nous voir après avoir vendu leur compagnie. Fait que c'est des serial entrepreneurs. Puis, il y a du monde qu'on connaît de longue date qu'on va backer ou on va rebacker. Moi, quand Fonds Innovia, ils ont investi dans une compagnie que j'ai vendue à Bell Canada. Il y a 2 fonds, il y a longtemps. Moi, je suis revenu le voir pour investir dans une autre compagnie, puis il était complètement prêt. Finalement, on n'a pas fait de ronde de financement, mais il était prêt à investir parce que
il y avait un historique avec moi. Ça arrive souvent aussi. Je réalise les premiers les entrepreneurs qui lèvent le financement pour la première fois, ils n'ont pas nécessairement cet historique-là. Mais développe-les, parle aux investisseurs, viens à les comprendre, les connaître, puis développe des relations avec eux autres. C'est très important. Puis gêne-toi pas de les approcher. Fait que c'est à peu près mon discours pour vous autres. Si vous avez des questions, des commentaires ou anything else? En lisant le livre de Steve Jobs, si la théorie que le marché existait et que ça répond à une attente du marché, ça avait été la base, Apple n'avait pas existé. C'est lui qui a créé les concepts, c'est lui qui a créé le marché. Oui. Il doit y avoir des compagnies comme ça aussi. Oui, il y en a puis nous autres, on appelle ça un disruptive model. On a investi dans une compagnie qui s'appelle Top Hat Monocle, qui, écoute, ils ont complètement changé le marché dans les écoles pour être capable de communiquer avec les professeurs. Puis il y a des marchés qui n'existent pas, qui vont y développer, puis on réalise ça. Puis ça, c'est des business qui sont finançables, OK? Mais une autre fois, on mesure certains intérêts, certains tractions, OK? Puis des fois, les clients, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont besoin encore avant que ça soit introduit. Puis c'était exactement comme ça, Steve Jobs, avec le iPhone. Il dit, don't ask the customer what he wants, he doesn't even know it because it doesn't exist. Puis c'est vrai. Mais tu sais, on regarde des opportunités de même, puis on en voit. C'est toujours tough, mais c'est des business qui sont très, très intéressants pour nous autres. Est-ce qu'ils sont capables de changer le modèle et créer un nouveau marché? Ça prend de l'argent en tabarnouche. Mais oui, c'est un bon point. Il y avait une question ici, je pense. That's it. Merci. Merci.